Bon, bah, écoutez, bienvenue. Je m'appelle Christian Guérin, je dirige l'école de design depuis une vingtaine d'années. Et j'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Goret. Stéphane Goret qui dirige, qui est directeur général adjoint, qui dirige toute la pédagogie de l'école de design, à la fois les formations initiales, à la fois les formations en apprentissage. Notre intervention, elle est duale, c'est-à-dire que je vais, moi, parler de l'école et Stéphane parlera du nouveau bâtiment. Ça se complétera puisqu'au fond, on va témoigner du fait que à la fois l'école de design est devenue un objet politique à Nantes. Je disais ça ce matin, je m'excuse pour les gens qui étaient là, je vais assemblement employer les mêmes mots. Un objet politique au sens où c'est une école qui est née il y a 30 ans. J'en ai pris la direction il y a 22-23 ans maintenant. Il y avait 60 étudiants. Et c'était un produit dilemme à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'on ne savait pas si ça allait durer ou pas durer. C'était une école de design il y a 20 ans, 21 ans, 22 ans, c'était une école d'art appliqué, donc très liée à l'art et aux techniques artistiques. Et puis c'est devenu une école de design produit et puis une école autour de l'innovation. Donc c'est de ça au fond qu'on va témoigner. Et ça a bien changé quand je dis que c'est un objet politique. Aujourd'hui, il y a 1600 étudiants et il y a 20 ans, quand on allait voir les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ou l'université, on était un peu snobés, hein, c'est-à-dire qu'on disait que les livraisons, c'est la porte d'à côté. Et aujourd'hui, on travaille avec évidemment toutes les écoles et les plus grandes écoles et nous sommes associés maintenant, ce qui est assez nouveau, dans l'univers des écoles de design, à l'université de Nantes. Je dis c'est assez nouveau parce que le design en France n'est pas une discipline académique. Il n'y a pas d'université de design en France. Dans tous les pays du monde, il y a des universités de design, pas en France. Le design en France est né des arts appliqués, de l'artisanat, ce qui explique d'ailleurs que le sens commun associe le design aux belles tables, aux belles chaises, aux belles lampes, c'est-à-dire au métier des arts appliqués, donc les arts de la table pour les tameries, la verrerie, la joaillerie, l'ébénisterie. Mais au fond, on n'associe pas le design véritablement avec l'industrie, sinon dans l'automobile, où il y a des designers automobiles depuis déjà très très longtemps. Mais quand on fabrique des machines à laver, on n'imagine pas qu'il y a des designers. Encore une fois, le sens commun, le design, c'est quelque chose qui est lié au beau, à l'esthétique et à l'art en général, quoi. Alors, le design, ça concerne tous les secteurs d'activité. J'ai fait une conférence ce matin sur ce sujet-là. Je ne vais pas me répéter rapidement pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Qu'est-ce que c'est que le design? C'est une discipline de représentation de la façon dont on va vivre demain. C'est-à-dire, tous les contextes évoluent, les contextes sociologiques, économiques, la globalisation, le réflexe écologique, l'arrivée de la culture digitale des robots. Un designer, qu'est-ce qu'il fait? Il interprète tout ça et il représente la façon dont on va vivre demain compte tenu de ces évolutions de contexte. Hein? Par exemple, on a un laboratoire qui s'appelle City, qui travaille sur les nouvelles mobilités. Si les voitures demain sont sans chauffeur, comment les voitures vont-elles être équipées dès lors qu'elles sont sans chauffeur et comment la ville va être équipée en mobilité dès lors que les voitures seront sans chauffeur. Avec des questions, alors ce matin j'ai cité un exemple avec la Maïf, mais avec des questions qui sont, par exemple, pour la Maïf et pour les assurances et pour les algorithmes, de savoir si la voiture elle est sans chauffeur, si elle est pilotée sans chauffeur, et bien si vous avez un enfant qui traverse ou une vieille dame qui traverse, laquelle vous choisissez dès lors qu'il n'y a pas de chauffeur, si d'aventure il doit y avoir un accident, ce qui est évidemment quelque chose d'absolument horrible comme question, mais c'est bien une vraie question d'assureur, en l'occurrence. Voilà. Donc j'ai raconté des choses plus drôles ce matin, mais là, en l'occurrence, c'est bien une question de designer, c'est-à-dire comment on représente finalement ce que serait la mobilité demain avec des voitures sans chauffeur. Donc dans tous les domaines. Oui, je vous en prie. Même designer dans l'automobile Oui, bien sûr. Mais, oui, bien sûr. Dans l'automobile, on se pose ces questions-là. Mais aujourd'hui, ce qui est assez intéressant d'ailleurs dans l'automobile, c'est qu'on a, traditionnellement, on avait des designers qui dessinaient les coques des voitures. Ça existe encore. Il y en a très peu dorénavant. Hein. Ah ouais? Mais
Oui, enfin, il y a des milliers de designers formés dans toutes les universités de design du monde entier. Il y a très peu de designers de Ferrari, il faut être... bon, voilà, hein, bon. Mais par contre, ce qui est intéressant, on est de plus en plus sollicité par les producteurs de voitures pour dessiner les interfaces et la relation entre le tableau de bord et le chauffeur. C'est-à-dire la question qui est posée très simplement, c'est que si demain matin on n'a plus besoin de conduire la voiture, qu'est-ce qu'on fait dans une voiture ? Hein, il y avait une entreprise qui a déposé le bilan en Chine, mais qui était très avancée sur le sujet, qui s'appelait Byton, qui faisait des voitures, où effectivement la voiture se transformait en salle de cinéma dès lors qu'on rentrait dedans. Dès lors que vous ne conduisez plus la voiture, est-ce que vous disposez les sièges de la voiture dans le sens de la rue et de voir où vous allez? Pas nécessairement, vous retournez. Dès lors que ça devient votre bureau, et c'est là bien toutes les spéculations du designer, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement ça devient votre bureau, qui paye le fait que vous rentrez dans votre voiture le matin à 8h, vous arrivez à votre bureau à 9h, si ça existe encore avec le distanciel, etc. Mais effectivement, qui paye? Parce que si vous êtes déjà dans votre bureau, c'est déjà du temps de travail. Aujourd'hui, vous prenez une voiture à 8h, vous êtes payé à partir de 9h, c'est-à-dire quand vous arrivez au bureau. Dès lors que vous commencez à travailler dedans, etc. etc. Bon, bref. Donc, voilà les spéculations sur lesquelles un designer pourrait travailler sur l'automobile et sur lesquelles on travaille régulièrement avec Stellantis, avec Renault. Voilà. Bon. Donc le design, c'est cette représentation spéculative sur la façon dont on va vivre demain. Alors, ça intéresse évidemment toutes les entreprises parce que toutes les entreprises s'intéressent à leur stratégie à 6 mois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est-à-dire quel type de véhicule ils vont vendre dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Il y a aujourd'hui des gros projets, par exemple, avec Total, sur l'aménagement des stations-service Total, dès lors qu'on va charger les voitures en électricité, parce que ça dure un peu de temps, et puis pour peu qu'on soit dans la file d'attente et qu'on soit le 4e, vous imaginez, ça fait quand même un peu de temps à attendre. Bon. Donc il est possible que les stations Total ou autre chose sur l'autoroute deviennent totalement autre chose que ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire un point de passage sur lequel on s'arrête entre 10 minutes et une demi-heure. Peut-être qu'on va devoir s'y arrêter 3 heures. Quoi. Donc ça change un peu tout sur l'aménagement, des choses comme ça. Voilà une spéculation, là aussi, sur lequel le designer s'intéresse. Donc ça concerne absolument tous les secteurs d'activité, et le monde est tellement bouleversé aujourd'hui. Je donnais 3 axes de réflexion ce matin sur le bouleversement du monde. Je dirais que probablement celui qui est au cœur de toutes les problématiques d'entreprise aujourd'hui, c'est évidemment la transformation écologique et l'émergence d'une conscience écologique d'un marché qui commence à se poser la question de comment on sauve la planète. Évidemment, ça pose la question de la responsabilité sociétale des entreprises, de la façon dont ils produisent, ce qu'ils produisent, ce qu'ils doivent récupérer, oui, non, etc., etc. Je me souviens d'un projet avec Beneteau il y a quelques années sur lequel il se posait la question de comment on allait réhabiliter le polyester des bateaux. Il y a je ne sais pas combien de milliers de bateaux qui sont abandonnés en France tous les ans, c'est-à-dire qui sont sur un anneau, mais donc que personne n'utilise. Bon, et comment on peut réhabiliter cela, et c'est pas simple du tout de réhabiliter le polyester. Bon, voilà toutes ces problématiques-là. Voilà, c'est ça le design. Donc voilà pour la définition rapide du design. Alors établissement, école de design, établissement d'enseignement supérieur privé à but non lucratif. On est géré depuis 22 ans, c'était au départ une initiative privée, puis depuis ça a été repris en gestion par la Chambre de commerce de Nantes, qui en a fait une école de design industriel au service des entreprises. Alors il y a 22-23 ans, il n'y avait pas beaucoup les entreprises ne savaient pas beaucoup ce qu'était le design, de plus en plus maintenant, même s'il y a encore une méconnaissance de ce qu'est le design et de la portée du design, mais de plus en plus il y a des designers dans toutes les entreprises traditionnelles, mais aussi la Maïf, et puis de plus en plus les institutions politiques qui se posent la question quand je dis politique, c'est les institutions, les départements, les régions, les mairies, qui se posent la question du sens du service civique et des transformations des services civiques dus par toutes ces institutions. Donc il y a des designers absolument partout, membres de la conférence des grandes
grandes écoles. Aujourd'hui, il y a 3 écoles de design qui sont membres de la conférence des grandes écoles. L'ENSAD, les Arts Déco à Paris, qui dépend du ministère de la Culture. L'ENSI, qui dépend du ministère de la Culture et de l'Industrie, École nationale supérieure de création industrielle. Et nous-mêmes. Voilà, on a la chance d'être admis dans ce qui est une forme de gratin des grandes écoles. Alors, moi, j'aime pas beaucoup les comparaisons avec toutes les écoles de design parce que, d'abord parce que je viens des écoles de commerce et je sais que c'est totalement destructeur si vous êtes 7e ou 8e sur le classement de l'Express, etc. Je trouve ça absolument terrifiant parce que les étudiants, c'est les mêmes, le cours de finance, c'est le même, et le prof, c'est le même. Alors tout ça est totalement terrifiant. Donc moi, je fais pas de comparaison avec les autres écoles. Dans toutes les écoles de design, la meilleure et celle qu'on pourrait considérer moins bonne, il y a le même pourcentage d'étudiants qui ont énormément de talent. Donc la chose est entendue, je ne fais pas de comparaison entre les écoles. On a la chance, nous, d'être soutenus par les institutions, on a la chance d'avoir fait un gros boulot depuis 20 ans porté par l'émergence du design. On a bénéficié d'opportunités, mais sincèrement, si vous venez d'autres écoles ou si un jour vous allez voir d'autres écoles, il y a des étudiants qui ont du talent dans toutes les écoles. On est partenaire de la CCI Nantes et Saint-Nazaire, j'en ai parlé, soutenu par la région des Pays de la Loire pour le CFA. Alors il y a 10 ans, Stéphane et moi-même avons eu l'idée de créer des sections en apprentissage, et l'apprentissage a pris énormément de place dans cet établissement. On aura 25 à 30% des effectifs de l'école qui seront en apprentissage dans les 2 ans à venir, de plus en plus en DENMAD, c'est-à-dire en 3e année de bachelor et en master. Ça a pris des proportions extraordinaires. Alors, il faut garder un peu la tête froide sur cette affaire. Ça a pris une expansion importante. On est servi en ce moment par le fait que le gouvernement, depuis 2 ans, soutient énormément l'apprentissage, et en particulier dans le cadre du redémarrage économique post-Covid. Est-ce que ce sera le cas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Ce sont des formations qui sont subventionnées par l'État. On verra, mais il n'empêche que là où il n'y avait pas de design il n'y avait pas d'apprentissage dans les formations de design il y a 10 ans, aujourd'hui ça prend des proportions qui sont tout à fait intéressantes. École associée à l'Université de Nantes, alors ça c'est très intéressant pour nous parce que c'est le moyen d'accrocher l'école, à l'académisme et à la recherche en particulier. Donc on travaille avec les laboratoires de l'université. Un designer, il ne travaille pas tout seul, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'état de la science, de l'état de la technologie. Il se pose la question de l'usage de la science, de l'usage de la technologie, mais ça vient de quelque part, et en particulier de l'université, parce que la recherche en France, elle est largement liée à la recherche universitaire. Et pourquoi on a fait ça? Parce que c'était l'occasion d'accrocher notre chariot à une étoile de manière à être visible à l'international. C'est-à-dire, à l'international, j'ai été président d'une école d'une association internationale d'écoles de design. Personne ne comprend rien au-delà de Strasbourg, c'est-à-dire dès que vous avez passé la frontière, au système universitaire et d'enseignement supérieur français. Personne ne comprend rien. Entre les universités, les grandes écoles, celles qui sont gérées par la culture, l'industrie, par l'enseignement supérieur, par les chambres de commerce et par les cathos, personne ne comprend rien à ce système-là dès lors que vous passez la frontière. Même nous qui sommes des spécialistes, c'est extrêmement compliqué de savoir qui est quoi, qui est qui. Dès lors que vous êtes à l'université est une référence, et l'université française est une référence, elle est assise sur l'histoire académique de la France, et l'histoire académique de la France, c'est pas rien, voilà. Et donc c'était l'occasion d'accrocher notre chariot à une étoile, et voilà. Alors on est le seul aujourd'hui établissement privé associé à l'université de Nantes, et on est la seule école de design associée à une université. On multiplie les partenariats, et puis d'autre part, ça permet à nos étudiants d'accéder au doctorat, parce que comme le design n'est pas une discipline universitaire en France, il n'y a pas de doctorat de design, très très peu. Il y en a à l'étranger, parce qu'il y a des universités, mais il n'y en a quasiment pas en France. Donc ça permet à nos étudiants d'accéder aux écoles doctorales, en particulier dans les thématiques scientifiques. Voilà. Où la question qui est posée, c'est la relation de la science au design. Forte interaction avec l'entreprise. Alors, la philosophie de cet établissement, elle est basée sur
non pas la capacité créative des étudiants, la capacité des étudiants à créer. On n'est pas là pour former des créatifs, on est là pour former des professionnels de la création. C'est-à-dire que la réussite de l'établissement, il est sur le taux de placement. C'est-à-dire qu'en tant que designer, c'est-à-dire on forme des designers, on veut qu'ils deviennent designers. Donc c'est le taux de placement. Alors, avant le Covid, on était sur des placements à 6 mois à 80%. Là, c'est un peu bouleversé. L'économie est en train de reprendre. On sera vraisemblablement sur les mêmes trends parce que l'économie est en train de reprendre fortement. Mais c'est vraiment la philosophie de l'établissement. Alors, qu'est-ce que ça donne pratiquement quand vous êtes à l'intérieur de l'établissement? On a multiplié les partenariats entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un projet de design qui ne se fait pas en partenariat avec des entreprises. Ce qui est extrêmement compliqué. Vous savez, dans les écoles de commerce, ils ont développé dans les années 70 ce qu'ils appelaient la méthode des cas. C'est-à-dire c'était des cas d'entreprise qu'ils avaient effectivement adaptés à la pédagogie. Nous, on est allé plus loin, où ce sont des entreprises qui proposent des cas, sauf qu'on est dans de l'innovation. Et dans l'innovation, par définition, l'entreprise qui vient, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que si elle savait ce qu'elle veut, elle ne viendrait pas. Et donc, autrement dit, on est amené à travailler avec les entreprises sur la définition de leur cahier des charges, à un moment donné à les amener là où ils n'ont pas du tout envie d'aller, où vous n'avez jamais pensé qu'ils iraient, et puis des modifications au cours des projets, plusieurs fois de cahier des charges, ce qui est évidemment déroutant pour les profs, déroutant pour les élèves, parce que les élèves font des trucs, et puis à un moment donné, on leur dit ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse, etc., etc. Mais finalement, c'est la vie de l'entreprise et c'est la vie de l'entreprise qui innove. C'est-à-dire qu'elle suit des chemins et puis à un moment donné, elle se retrouve dans une impasse, il faut revenir, il faut aller ailleurs. C'est la méthode du créatif en fait. C'est-à-dire, j'expérimente quelque chose, je reviens, je repars, etc., etc. Eh bien, on a aujourd'hui un étudiant qui ferait le cursus en 5 ans en formation initiale. Il faut que j'aille plus vite. En formation initiale, fait à peu près 80 partenariats. Donc rencontre 80 entreprises, tous secteurs d'activité, des grosses, des petites, des internationales, des pas internationales, etc. Premier centre de formation d'apprentis en France dédié au design, international, immersion 6 à 24 mois, expérience de l'ouverture de la diversité. Alors, on a vécu l'international de la façon suivante, on a créé des studios à l'étranger, c'est-à-dire que nos étudiants peuvent passer 2 ans en 4e et 5e année à l'étranger. On a d'abord ouvert la Chine, donc 2 ans en Chine, 2 ans en Inde, ensuite le Brésil et Montréal, et là on ouvre Cotonou. C'est un peu bouleversé en ce moment parce que la Chine n'est pas réouverte, l'Inde n'est pas réouverte, mais le Brésil est réouvert, on a une cohorte d'environ une trentaine d'étudiants là. 35, ouais. Voilà, à Sao Paulo. Formidable, Sao Paulo, c'est une ville créative absolument formidable. Ça rassure pas les parents, Sao Paulo, par contre, c'est un peu compliqué, mais c'est autant vous allez en Chine, vous traversez Shanghai à 4h du matin, il vous en arrivera jamais rien. Sao Paulo, il faut quand même faire un peu plus attention. Et puis Montréal, où on travaille avec un centre d'incubation. Là aussi, c'est 2 ans, une vraie expérience d'expatriation. On avait l'habitude de faire des semestres, ça existe encore d'ailleurs, même chez nous, des semestres à l'étranger. On a plus de 150 partenaires dans lesquels les étudiants peuvent faire un semestre. Un semestre, c'est 4 mois en général. Et puis, c'est quand même un peu du tourisme évolué. C'est-à-dire, pour boire de la bière, c'est bien, mais pour aller au-delà de ça, c'est quand même 2 ans, c'est une vraie expérience d'expatriation. C'était notre souhait. Campus interculturel, donc 40 nationalités à Nantes, et c'est en train de se développer. Programme à vocation internationale, dispensé en anglais. Alors on a large proportion de programmes en anglais qui dédoublent les programmes en français pour ceux qui les voudraient les suivre en anglais et qui nous permet d'intégrer les internationaux. Voilà pour China Studio, India Studio. On ouvre l'Afrique. On a ouvert une école en Afrique il y a 2 ans et on ouvre le studio en Afrique pour envoyer des étudiants français. Alors, l'Afrique, c'est formidable, c'est le continent du 21e siècle. Et l'Afrique, c'est passionnant pour les designers puisqu'ils sont en train de passer de la culture, enfin de l'économie pastorale, c'est le gardien de chèvre, ou de l'économie artisanale à la 4G. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas passés par l'industrialisation, quoi. Donc c'est absolument passionnant.
c'est absolument passionnant. Le moindre artisan africain qui avait une zone de chalandise de 50 mètres autour de son pâté de maison, aujourd'hui, grâce à Internet, il a le monde entier potentiellement. Ça change absolument tout. Hein. C'est la même chose pour le marchand de rillettes à la Ferté-Bernard, à côté du Mans. Hein. C'est, voilà. Alors, on est la seule école privée à être habilitée à dispenser le diplôme national des métiers d'art et de design, qui est un nouveau Bac plus 3 lancé par le ministère de l'enseignement supérieur. Je rappelle que les études de design préalablement, c'était une mise à niveau en art appliqué post-baccalauréat plus un BTS. Et en fait, les étudiants avec leur BTS avaient un diplôme en 2 ans, alors qu'en fait, ils avaient fait 3 ans. Bon, là, ils ont mis fin à cela pour créer un diplôme national des métiers d'art et du design en 3 ans, qui est un bachelor reconnu par l'Académie, le ministère de l'Enseignement supérieur. On est aujourd'hui le seul établissement privé à dispenser cela, compte tenu de nos relations avec l'université, puisque c'est un diplôme universitaire, c'est une licence universitaire. En fait, on passe par l'université, mais on opère l'ensemble des programmes. Un diplôme Bac plus 5, on vient d'avoir, donc notre diplôme était visé depuis 2002, et on vient d'avoir le grade de master. Quand on sait la difficulté de ce qu'est le grade de master, parce qu'il faut passer des contrôles qualité dans tous les sens, et en particulier témoigner du fait qu'on fait de la recherche, ce qui était un défaut jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y avait pas de recherche en design. Notre partenariat avec l'université, là aussi, nous a permis de compenser cela. Donc, première école à obtenir le grade de master. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les Delmad Espace, donc architecture de l'habitat, aménagement commercial avec une mineure objet, design numérique, design d'interface média numérique, mineur graphisme, et design de produits industriels, mineur matériaux. Et on lance en septembre prochain un DEDMAD en mode. Voilà. Vas-y, je te laisse en parler. Qui va s'intéresser à la problématique de l'environnement, puisque vous savez que l'industrie vestimentaire est une des industries les plus polluantes qui soit. Donc on va aborder la question du vêtement vraiment par le design, c'est-à-dire comment produire des vêtements localement et en respectant davantage l'environnement. Alors il y a des boîtes qui sont très intéressées. L'une des premières, c'est évidemment l'un des plus gros employeurs du design en France actuellement, c'est Decathlon, hein, qui est évidemment extrêmement intéressé par ce type de filière, parce qu'ils ont ils ont effectivement des productions en vêtements qui sont extrêmement importantes. En ce qui concerne le programme Bac plus 5 en formation initiale, 2 thématiques, architecture intérieure, scénographie, en produit design industriel et plus particulièrement design transport et toutes les mobilités, motion design et graphisme. Motion, c'est le graphisme animé, hein, et UX design, UI design, tout ce qui est lié à la culture digitale, et un bachelor de design qui s'appelle Game Experience Design, tout ce qui est gamification. Alors c'est à la fois le game design, les jeux vidéo, mais c'est aussi demain matin l'animation de votre tableau de bord dans votre voiture. Voilà, c'est ça la gamification. Et des masters. Alors des masters autour de grandes thématiques que se pose l'humanité, et où on réunit à la fois des gens qui viennent de bachelor, qui sont en design d'espace, produits, architecture intérieure, interactivité, et qui en fait se concentrent autour de grosses problématiques. Alors food design, la problématique de food design, c'est comment on va nourrir 9 milliards, 10 milliards, 12 milliards, 14 milliards d'habitants sur la Terre demain. Avec toutes les transitions protéiques, mais c'est aussi l'univers de la consommation, l'univers du packaging, la récupération des packaging, par exemple, est un problème majeur. C'est aussi les nouveaux aliments. Je vous donne un exemple que je n'ai pas donné ce matin, par exemple. Beaucoup de problématiques autour de la nourriture pour les personnes âgées. Alors vous allez en grande distrie aujourd'hui, vous avez un chien qui a 12 ans, qui est castré, qui a le poil blanc, vous avez une boîte pour lui. Hein. Ma mère qui a 85 ans, il n'y a rien pour elle. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est à la pharmacie, parce que vieillir, c'est une maladie. Hein. Bon.
C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des besoins protéiques pour le vieillissement, pour tenir compte du vieillissement de la population qui n'est pas traité dans les univers de grande distribution. Il va y avoir des étudiants qui ont un prix sur, aidez-moi, Ecotrophelia, sur l'alimentation pour les femmes ménopausées. Ça ne fait pas rêver, mais il n'empêche qu'il y a des besoins protéiques spécifiques qui nécessitent des aliments spécifiques et qu'on n'a pas besoin nécessairement de trouver en pharmacie, par exemple. Bon. C'est un prix Ecotrophelia, innovation de l'année, etc. Sur un partenariat qui est avec l'école vétérinaire. Oniris. Voilà. Donc un master de design, care design, alors grosse problématique sur la santé, comment on va gérer la santé des gens demain, des gros partenariats avec le CHU, avec la Fédération hospitalière de France, avec les cliniques, sur les parcours patients, sur le réaménagement des cliniques, le réaménagement des hôpitaux, sur la façon dont on va opérer demain, ce matin je témoignais d'un centre d'incubation à l'intérieur du nouveau CHU pour développer l'entrepreneuriat autour de la recherche qui est faite par les chercheurs et les professeurs de l'université à l'intérieur de l'hôpital. City design, tout ce qui est l'univers de la métropolisation, les nouvelles mobilités, les potagers dans la ville, enfin bon, etc. etc. Digital design, on voit ce que c'est, avec tout ce qui est culture digitale, mais tout ce qui est aussi robot et intelligence artificielle derrière, et media design, avec tout l'univers des médias et toutes les quantités d'informations qu'il nous faut traiter maintenant, jusqu'à la gestion des data. Exemple d'une entreprise avec qui on a travaillé qui s'appelle Histovery. Histovery fait ce qu'il appelle des histopads, des pads. Vous rentrez à Chambord, la salle est entièrement vide et vous avez un pad sur lequel il y a des gens qui s'animent et puis vous les voyez manger, vous les voyez habiller, cueillir, etc., etc. Et en fait, cette entreprise qui au départ pensait qu'elle faisait de la représentation de la façon dont on vivait sous François Ier. En fait, aujourd'hui, son métier, c'est de vendre la data, parce que chaque fois que les gens prennent le pad, ils mettent leur nom, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils aiment, etc., etc. Et ils se mettent à vendre la data plus cher, finalement, que le pad en question. Bon, donc et là, on est vraiment dans des nouvelles industries. Fondé en 88, 1600 étudiants, 400 apprentis, 4000 diplômés, 350 intervenants, 110 partenaires académiques à l'étranger. Je dis 150 tout à l'heure, mais excusez-moi, c'est 110. Un réseau de 500 entreprises partenaires entre l'apprentissage, les stages et les partenariats à l'intérieur de la pédagogie. Voilà. Alors, tout ça pour témoigner que l'école est devenue un enjeu économique majeur pour le territoire. Depuis 2008, on est sur un projet de venir sur l'île de Nantes parce que le projet, c'était de créer une île de la création sur l'île de Nantes, c'est-à-dire de rassembler un certain nombre de pépites du territoire. Donc sont là aujourd'hui l'école d'archi, l'école des beaux-arts et puis la HAL6 qui est gérée par l'université sur le numérique. Et on va rejoindre tout ça pour essayer effectivement de créer une résonance pour être vu de l'étranger, mieux vu de l'étranger. Et puis, comme aujourd'hui on a un projet qui est dans l'espace, puisqu'on a des étudiants qui collaborent avec Thomas Pesquet pour faire pousser des œillets d'Inde sur aidez-moi, sur la station spatiale, voilà, et bien en espérant qu'on sera vu de la Lune, on y travaille. Voilà pour ma partie, et je vais laisser la parole à Stéphane. Merci Christian. Alors, je vais vous présenter maintenant donc, ce projet dont Christian vient de vous dire quelques mots, qui correspond donc à l'école de design. Et Christian le disait au tout début, l'école est devenue une école importante qui compte pour la métropole, puisque c'est une grande école, c'est beaucoup d'étudiants, c'est beaucoup d'échanges internationaux. Et c'est une école qui correspond à une politique qui est menée depuis une vingtaine d'années par la métropole autour de la créativité, autour de la création, qui est considérée comme un vecteur de développement économique. Il suffit de sillonner cette semaine le quartier. Il y a beaucoup d'événements autour du design, mais d'une façon générale, Nantes a investi beaucoup sur la création, sur la culture, mais sur la création et les industries créatives en particulier.
Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le design, mais situé. Alors, je regardais cette photo qui est un petit peu ancienne, mais qui est une très belle vue du Lido de Nantes. Donc, nous nous trouvons ici, hein, dans ces bâtiments. Vous avez ici la ligne de pont Anne de Bretagne qui est prolongée, ça y est, hein, puisque les deux ponts sont reliés désormais, donc il y a une voie, et l'école qu'on est en train de construire est en construction ici, à cet emplacement-là, et on va le voir plus précisément sur le plan, donc dans le prolongement des halles qui abritent l'éléphant, donc qui est à quelques centaines de mètres. Cette école est en cours de construction, donc c'est un chantier qui a commencé il y a à peu près 2 ans et qui représente le plus gros investissement en France dédié à l'enseignement du design depuis 50 ans. Donc c'est un investissement majeur qui a permis donc à différentes collectivités de s'associer. Donc on a là une vue un peu plus précise de l'emplacement. Donc vous avez le pont Anne-de-Bretagne, les machines de Lille, le Stéréolux, le Trampolino, qui est cet immeuble avec un autobus qui est encastré dans la façade, et puis en pointillé, donc l'école de design qui est en construction. Vous avez ici une petite maquette. Au centre de cette salle, une maquette qui détaille le bâtiment, mais je vais vous le présenter. Donc, le projet visait à construire 3 ensembles. Sous l'école a été construit un parking public de 500 places, donc sur 3 niveaux. C'est la raison pour laquelle le chantier dure depuis déjà 2 ans, hein, donc il a fallu creuser et descendre assez profondément pour pouvoir construire ce parking public, puisqu'on est dans un quartier qui est en pleine mutation, avec beaucoup de logements, beaucoup de bureaux, le CHU qui va arriver à quelques encablures, donc des besoins de stationnement évidemment, l'école, et puis dans la partie qu'on voit ici, c'est une réserve foncière qui va correspondre dans un premier temps à des bureaux, des espaces de bureaux, des espaces tertiaires, mais que l'école pourra investir progressivement en fonction de ses besoins de développement, puisqu'il y a d'autres développements en termes de formation de prévus pour l'école. Ça sera un parking public. Ce sera un parking public. Pas spécialement pour les étudiants. Pas du tout pour les étudiants, ni pour les personnels. Il faut savoir que le plan d'urbanisme sur le quartier, qui prévaut pour toutes les entreprises ou toutes les écoles, c'est pas de stationnement. Les seuls stationnements qui sont prévus dans le quartier sont pour des logements. Et dès lors qu'il y a une école ou une entreprise qui s'installe, il faut s'appuyer sur les transports publics, le déplacement par vélo évidemment. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur le plan de développement des transports en commun, mais il faut savoir que sur le pointillé vert, là va être construite une ligne de tramway. Actuellement, l'école va être desservie ici par un chronobus, et il y aura, peu de temps après la livraison de l'école, il y aura une ligne de tramway qui va passer juste derrière. Et les étudiants, quelques étudiants qui viennent en voiture, ils vont s'y garer. Oui, mais ce sera un parking public payant, donc il y aura... Ouais. Oui, on est au cœur de la ville. Voilà. Ceci étant, ce qu'on a observé, c'est qu'actuellement, l'école qui est située en périphérie de Nantes, les étudiants choisissent d'avoir leur logement plutôt en centre-ville. Je ne suis pas sûr que les étudiants auront besoin d'une voiture de demain quand on sera installé dans ce quartier où les étudiants logent. Voilà, donc 11 600 m² pour celles et ceux qui connaissent le bâtiment actuel de l'école à la Chantrerie, ce bâtiment rouge. C'est 4 000 m², donc on va tripler la surface de cette école. Alors, c'est 26 millions pour la partie école, 3,5 millions, donc on va arriver à 30 millions d'investissement public, la métropole évidemment, le conseil régional, la chambre de commerce, et puis l'Union européenne qui investit aussi dans cet équipement et dans dans cette école et les équipements, c'est-à-dire qu'il va y avoir bien sûr un renouvellement des mobiliers et des équipements techniques de l'établissement. Voilà, donc c'est
un équipement qui est entièrement financé par les collectivités, et c'est, je vous le disais, un investissement qui est assez unique depuis plusieurs décennies en France. Alors Christian l'a indiqué, hein, on est au cœur du quartier de la création, l'école des Beaux-Arts qui a été réhabilitée et qui s'est installée ici, l'école d'architecture, vous avez le pôle communication de Dancia qui est à proximité, le pôle des arts graphiques qui est juste ici, Stereolux qui est un pôle dédié au numérique, aux musiques actuelles, mais aussi à la programmation, Ciné Créatif, bref, on est dans un ensemble d'établissements dédiés à la recherche et à l'enseignement pour les disciplines créatives. Et c'est un quartier qui est aussi a regroupé un ensemble d'agences, de créatifs, bien évidemment, sous la houlette, je vois Philippine qui est ici, de la Samoa qui pilote le quartier de la création et qui a pour mission de faire venir les entreprises créatives sur le territoire. Alors vous avez une vue ici du chantier avant qu'il ne commence. Donc vous voyez ici, on aperçoit l'autobus de Trampolino. Donc c'est un projet qui remonte à 2013, donc c'est un projet qui est ancien. On a travaillé avec l'ensemble des parties prenantes, à la fois les personnels, les étudiants, pour définir, recueillir les besoins de chacun, ce qui a conduit à donc mettre au point un cahier des charges. En 2017, donc c'était il y a 4 ans. Il y a un concours d'architectes qui a été lancé. 4 équipes ont été sélectionnées pour ce concours. Sur 12, et c'est l'équipe de Marc Mimram, qui est ici, et Gaël Pénaud, qui a remporté ce concours, avec le soutien de l'agence Join Mancou, Patrick Join, qui est un grand designer français, qui est nantais d'origine, qui est très connu en particulier pour toutes les réalisations qu'il fait dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. C'est le designer attitré d'Alain Ducasse, donc il a réalisé tous les restaurants d'Alain Ducasse. C'est quelqu'un aussi qui a réhabilité l'hôtellerie et le restaurant de Fontevraud, pour citer un établissement qui est dans la région. Voilà, donc une équipe mixte, architectes, designers, qui ont travaillé sur ce projet, avec vraiment une concertation entre les deux métiers. C'est-à-dire qu'on tenait évidemment à ce que l'équipe de designers soit impliquée dans la conception du bâtiment. Et on va voir que Patrick a travaillé en particulier sur un élément de la structure, mais aussi sur l'aménagement de l'école. Voilà, alors on peut dire, pour nous, ça va être une école rassemblée, puisqu'aujourd'hui l'école est disséminée sur 6 sites différents au niveau de la métropole. Donc on va rassembler l'ensemble de nos activités en un point unique. L'ensemble des formations, l'ensemble des équipes va travailler sous le même toit. Donc dans un premier temps, je vous l'ai dit, dans cette partie-là, et puis on a aménagé des passerelles qui permettront assez naturellement de nous étendre dans cet espace-là également. Donc une distribution en U autour d'une agora qu'on va voir en image, qui va être le centre névralgique de l'école. Une école qui va être ouverte sur la ville, puisqu'on est sur un espace public. Il y aura des circulations ici qui se feront naturellement, ici aussi. Donc on va avoir une école qui va être ouverte sur le quartier. Et c'est important comme choix architectural, puisque une école de cette nature, Christian vous a très bien parlé des enjeux du design, et en particulier de comment le design participe à réinventer un certain nombre d'éléments d'urbanisation, de services publics. Évidemment, il faut que cette école elle soit ouverte sur le quartier, sur la ville, et qu'elle soit en capacité d'accueillir aussi d'autres publics que des publics étudiants. Donc c'est la projection que l'on fait pour cette école, et qui se traduit par cette architecture ouverte sur le quartier. Donc on a une vue ici d'artiste, on va voir les photos du chantier ensuite, mais une image de synthèse qui représente ce que sera cette agora, avec des coursives qui vont permettre des circulations à l'intérieur du bâtiment, de passer d'une aile à une autre de l'école. Une autre vue. L'espace d'agora sera un espace qui sera polyvalent, c'est-à-dire qu'on pourra, ici on voit
une représentation qui nous indique que l'espace peut être dédié à des expositions, mais on pourra aussi la configurer pour des temps de conférence. Alors je vous parlais d'un élément que Patrick Jouin a dessiné, c'est ce pylône, ce poteau, hein, on l'aperçoit sur la maquette. Il y a eu la volonté de traduire un lien entre le ciel et la terre et d'essayer d'élever ce bâtiment qui, pour des raisons environnementales et écologiques, est extrêmement ramassé, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que plus la construction est compacte, plus elle va être performante sur le plan énergétique. Donc il fallait quelque chose de relativement massif, mais l'équipe a cherché à donner de la légèreté autour de la massivité de l'ensemble. Donc il a été dessiné ces poteaux, qui sont des poteaux donc, qui sont très techniques, parce qu'il y a une reprise de charge importante, hein, on parle de dizaines de tonnes qui vont reposer sur chacun de ces piliers. Donc ils ont été dessinés avec cette finesse, avec cette ouverture, et ils vont jalonner l'ensemble du bâtiment, à la fois en périphérie, mais également à l'intérieur de l'édifice. Donc ça va être un élément distinctif de cet édifice. Un travail aussi important sur les façades, sur les pots, sur les parements de l'école, avec on est sur une orientation qui est assez simple, puisqu'ici on a une façade qui est au sud, ici une façade au nord, est-ouest. Donc il y avait des expositions qui justifiaient de trouver un système d'occultation qui soit différent selon la façade où on se trouve. Voilà. Donc il y a un jeu de résille métallique et bien sûr de transparence avec des fenêtres. Donc ça, c'est un travail qui a été mené aussi par les équipes, qu'on retrouve ici et qui se retrouve à l'intérieur traité d'une autre façon, puisque tout le parement extérieur sera métallique, mais à l'intérieur, par contre, sur l'agora, l'ensemble de l'agora sera revêtu de bois pour apporter évidemment une atmosphère plus chaleureuse. Alors je vais passer rapidement sur les différents niveaux. La flèche bleue représente l'entrée principale de l'établissement, donc on va rentrer sur le boulevard de la Prairie au Duc. Donc je le rappelle, les halles des machines de Lille sont au-dessus, donc le flux en particulier aujourd'hui, l'arrêt de bus qui est juste au-dessus, le flux des piétons qui prendront les transports en commun va venir par ici, en tout cas pour cette ligne de chronobus, puisqu'en fait il y a deux chronobus qui se croisent. Donc une entrée ici, la zone bleu ciel représente les stationnements des deux roues, hein, puisque on s'est arrêté tout à l'heure sur le parking, pas de parking pour les voitures, en tout cas pas de parking public pour l'école, mais par contre des parkings pour les vélos, et ça fait partie du plan d'urbanisme. Il y aura des emplacements nombreux pour pouvoir permettre aux étudiants et au personnel de venir en vélo. Un accès donc sur cette agora. Et puis vous avez ici au rez-de-chaussée, le choix qui a été fait, c'était de mettre en transparence et en accessibilité l'ensemble des ateliers depuis la rue et une grande halle de fabrication qui sera un espace qui pourra s'ouvrir sur l'extérieur et qui en particulier va nous permettre d'aménager des temps d'exposition. On travaille en ce moment avec le voyage à Nantes pour permettre, je ne sais pas si ce sera 2022 ou 2023, mais que l'école de design soit une étape du voyage à Nantes, avec probablement ici une installation artistique. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, on y travaille. Voilà. Donc des ateliers qui vont tripler par rapport aux ateliers dont on dispose aujourd'hui, surface triplée, avec des ateliers dont nous ne disposerons pas actuellement, en particulier autour du textile, mais aussi de la céramique, du métal, du plastique. Voilà, une deuxième partie des ateliers OR+1, l'agora qui est sur 2 niveaux, et puis un espace qui est complètement nouveau, qui correspond donc à un espace où on va pouvoir prototyper, chercher de nouvelles façons d'enseigner. Depuis 2 ans, toutes les écoles sont confrontées à une difficulté, c'est comment on enseigne autrement dès lors qu'on n'enseigne plus en présentiel.
On a fait là une nouvelle rentrée en présentiel, mais évidemment, depuis 2 ans, on a été confronté à la question de comment on peut articuler des enseignements en présentiel et en distanciel. Donc ça nous a beaucoup enrichi sur nos pratiques pédagogiques et évidemment, je vous le disais tout à l'heure, le cahier des charges date de 2017, donc il était bien avant la crise du Covid, mais on avait donc déjà en tête qu'il nous fallait un espace pour pouvoir inventer de nouvelles situations pédagogiques. Donc c'est un espace qui va être dédié aux idées pédagogiques pour pouvoir se mettre en situation. Depuis assez longtemps, on travaille à l'école sur ce qu'on appelle des pédagogies actives, c'est-à-dire on est dans des dispositifs, alors pas pour toutes les disciplines, mais pour beaucoup de disciplines où le dispositif pédagogique est sous la forme d'une classe inversée, avec une participation des étudiants qui est d'une autre nature qu'un cours théorique en amphithéâtre, bien évidemment. Donc un espace dédié à la recherche et à l'innovation pédagogique. Et puis ensuite, on va monter les étages et on va voir ici en jaune donc, les espaces tertiaires pour les équipes, et puis en vert, des salles de cours, des salles de création au niveau 2, au niveau 3, voilà, avec une salle de conférence. On aperçoit ici les passerelles dont je vous parlais tout à l'heure qui nous permettront d'investir le bâtiment en face quand il sera temps. On peut constater qu'il y a à chaque fois donc, des circulations intérieures et on retrouve les coursives dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient visibles sur la vue en 3D de l'Agora. 4e étage, donc toujours des espaces de conception, de création, et là on est sur les cycles master, donc les 4e, 5e et les design labs dont Christian vous a parlé, et puis encore des espaces d'apprentissage de ce qu'on appelle nous les salles de studio. Voilà, et au 5e étage, on aura à la fois un espace de convivialité, on va être sur le toit, donc une terrasse avec une cafétéria, et de l'autre côté, là aussi une terrasse, mais tout ce qui va relever des studios médias, au rez-de-chaussée des studios de prototypage matériel, et puis tout en haut on sera sur le prototypage numérique virtuel, donc avec les studios photo, vidéo, les espaces dédiés à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et les ateliers numériques d'expérimentation numérique. Voilà. Alors vous avez ici une vue qui date un petit peu, hein, puisqu'aujourd'hui le bâtiment est terminé sur sa construction béton. J'ai vu sur le time-lapse que les poutres de l'Agora étaient en cours de pose, mais on a donc une vue ici de l'Agora avec l'entrée du bâtiment qui se fera ici. Alors c'est un chantier qui est, j'ai oublié de les citer, mais le constructeur c'est Vinci, hein, qui est très impliqué dans ce projet, qui est un projet pilote pour eux à plus d'un titre. Et vous avez une vue là qui date d'il y a quelques jours, voilà, une vue aérienne. Donc je vous ai parlé des ateliers numériques, de la cafétéria avec la terrasse et des différents niveaux. On aperçoit les poteaux, la halle de fabrication, le trampolino, un chronobus ici, un chronobus là, un tramway qui va passer, si je ne m'abuse, donc derrière ici, voilà, qui va traverser le parc des chantiers. Et puis ici, il y aura un parc public qui va être construit. Donc l'école va donner sur une zone végétalisée à très court terme. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Il y a un petit... Non, il y a encore quelques éléments. Et puis après, on pourra montrer le time-lapse, en fait, un petit peu qu'est-ce que va changer, termine un peu sur ce que ça va changer pour nous, finalement, à l'école. Ok. Donc on retrouve ici le dessin très particulier des poteaux dessinés par Patrick Join. Voilà. On lance la petite vidéo qui va vous montrer le chantier. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le chantier en cours, vous pouvez longer le boulevard de la Prairie-au-Duc et vous allez apercevoir
le chantier de l'extérieur. On est actuellement on est ici, donc il suffit de remonter le boulevard jusqu'au Trampolino. Et puis on va vous montrer ce petit film qui... Voilà, vous allez voir en version accélérée le chantier. Tu le mets en plein écran? Alors j'essaie, attends, parce que j'essaie de... Ouais, par contre, je veux bien, je l'ai plus sur mon écran. Ah, vas-y, ah oui. Regarde, tu l'as là. Les affichages. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, la partie Agora est une partie couverte. Oui. Donc en fait, on peut y déposer des expositions. Oui, ce sera complètement couvert. Ce sera couvert et clos. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais donc actuellement est en train d'être posé le toit, et sur la façade ouest, il y aura un mur de verre qui sera posé. Donc l'espace sera clos et chauffé. Oui, c'est vraiment un espace intérieur. Il y aura un self à l'intérieur. Voilà, ça va vite. Hein. Avoir mal aux yeux. Voilà, la grue qui a accompagné toute la construction, la grue centrale, qui vient tout juste d'être démontée. Elle a été démontée le 8. Jusqu'au bout, elle était présente et elle a été démontée. Voilà. Donc vous êtes les premiers à voir ce petit film, puisqu'on l'a monté spécialement pour vous aujourd'hui. Alors, pas de self, puisque actuellement on travaille avec le Crous au niveau de la chantrerie, avec un restaurant universitaire. L'école étant reconnue par l'État, nos étudiants bénéficient des bourses de l'enseignement supérieur et accèdent au restaurant universitaire. On travaille en ce moment, mais plutôt c'est la métropole qui travaille avec le Crous pour l'implantation d'un nouveau restaurant universitaire sur le quartier. Il y en aura un au niveau du CHU, mais dans la mesure où il y a beaucoup de grandes écoles qui sont déjà présentes, je crois qu'il y a un restaurant qui est ouvert ou qui va ouvrir là très très bientôt sur le boulevard, mais qui va être provisoire et qui va faire l'objet ensuite d'un autre restaurant universitaire. Il y a par ailleurs un projet peut-être Philippine, tu saurais en dire quelque chose, un projet de halle de food truck qui va être construit juste à côté de l'école des Beaux-Arts, donc avec une ambition, c'est de proposer une cuisine locale, mais à bas coût. Voilà. On va avoir également sur cette parcelle-là un complexe hôtelier qui va être un peu atypique, puisque c'est un complexe qui va être à la fois un hôtel mais aussi une auberge de jeunesse. Donc il y aura la possibilité pour nous de conventionner avec eux et de proposer des chambres pour nos étudiants internationaux. Et il y aura une offre de restauration dans cet édifice qui sera aussi dans cet état d'esprit d'offrir un service accessible. Par ailleurs, une école Thierry Marx de cuisine qui vient s'installer au rez-de-chaussée de notre bâtiment. En fait, sur cette partie-là. Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie rez-de-chaussée qui est commercialisée. Et il y a une école, l'école de cuisine de Thierry Marx qui vient s'installer et qui fait aussi de la prestation. Cuisine, catering, enfin, traiteur et cuisine. Voilà. Restaurant d'application. Évidemment, vous faites bien le souligner, il y a un enjeu extrêmement important pour la métropole, pour la Samara, autour des services aux étudiants, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'étudiants là-dessus il y a 10 ans, et aujourd'hui, on va se retrouver avec 4500, 5000 étudiants, ce qui va faire changer la vie, incontestablement. Voilà. Et la réhabilitation, je crois que c'est 70 hectares, je crois, nous demande en tout, c'était ça. Sur la friche, oui, sur le quartier. Sur la totalité. Et il y a encore 20 ans, c'était une friche industrielle, et vous vous souvenez, sur laquelle on le voit bien ici. il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Voilà, donc on était très heureux de pouvoir vous présenter ce projet qui n'est plus un projet puisque c'est en cours de réalisation. On a encore quelques mois à attendre avant de pouvoir l'ouvrir au public. Si tout se passe bien, on fera la rentrée en septembre 2022 avec une livraison dans l'été et une rentrée des futurs promos
dans ce nouvel équipement en septembre prochain. Oui. Les bureaux sont en haut de l'aile ouest, hein, c'est ça? Les bureaux, enfin, vous avez parlé de bureaux. Ouais, cet espace-là, qui est à l'ouest, correspond à des espaces tertiaires pour accueillir des entreprises. Et est-ce qu'il est prévu ou imaginé, soit là, soit autrement, alors avec le télétravail, on a énormément de designers qui sont justement, il y a les indépendants et puis il y a tous ceux qui vont se retrouver en télétravail. Et est-ce qu'il est imaginé à un moment donné de justement pouvoir regrouper une sorte de pôle de designers comme ça qui sont en entreprise, mais qui travaillent sur des différents sujets qui pourraient venir comme ça se mélanger avec les clients. C'est un projet à monter, ce serait mentir de dire qu'on l'a imaginé. C'est pas prévu, mais ça pourrait l'être. Enfin, ce serait évidemment l'endroit privilégié. Je pense qu'il y a une structuration de ce genre de choses. Et là, on commence à voir des choses. Il vient de s'ouvrir Openland, il vient de s'ouvrir un certain nombre de structures qui rassemblent des créatifs ici, qui commencent à se structurer autour de archi-design, beaux-arts, etc., etc. Et sur ce bâtiment-là tertiaire, personne n'a prévu ça jusqu'à maintenant. Et ça va être commercialisé par un promoteur, je crois que c'est Magellan qui va commercialiser des bureaux. Je ne pense pas qu'ils aient ça dans leur plan, ou moi j'ai jamais entendu ça dans leur plan. Non, mais c'était plus par rapport. Mais non, mais les interactions directes avec les étudiants. Oui, tout à fait. D'autres questions? Très bien. Christine, on n'a rien oublié? Pour moi, non. Je peux vous passer en conclusion un timelapse un petit peu plus long. Voilà, vous pouvez rester pour le regarder. Si vous avez d'autres choses à dire, on était ravis de vous accueillir. C'était vraiment un temps important. C'est une première présentation, c'est une première sortie pour cette maquette. Voilà, elle est précieuse. Le constructeur nous l'a prêtée pour l'occasion. J'espère qu'elle va faire des petits déjà, d'une part, pour qu'on puisse la montrer. On a, dans les mois qui viennent, l'objectif d'ouvrir et porter à la connaissance le maximum de personnes en fait, ce projet plus en détail. Voilà, on vous remercie de... Alors n'oubliez pas, s'il vous plaît, de venir aux journées portes ouvertes. Oui. Parce que là, vous avez le staff de l'école, mais ce n'est pas ce qui compte le plus dans une école de design. Ce qui compte le plus, c'est les étudiants. Ce sont les étudiants, et en fait, sans étudiants, il n'y a pas d'école. Les portes ouvertes, c'est l'occasion de montrer ce qu'ils font, ce qui est bien plus important que tout ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'ils font, parce que c'est eux qui bâtissent le monde de demain. Il y a énormément de talent dans cette école, c'est pour ça qu'on est totalement passionné par notre métier. Il y a énormément de gens qui font des choses extraordinaires. Les portes ouvertes, c'est l'occasion de témoigner de cela. C'est vraiment très spectaculaire. Et cette année, ça a lieu Alors, 14 et 15 janvier, encore à la chancellerie, donc ce sera la dernière dans l'école actuelle. Effectivement, les étudiants et les projets, que ce soit à la chancellerie ou dans le futur sur les demandes, c'est une dimension extrêmement importante à découvrir de l'école. Christian a tout à fait raison sur ce point-là. C'est environ 2500 à 2800 personnes tous les ans qui viennent nous voir sur ces 2 jours. Donc c'est un très très gros événement et pour nous c'est un très gros événement. Et sincèrement, c'est bien mieux que tout ce qu'on vous a raconté. Alors en attendant, si vous n'avez pas la patience d'attendre jusqu'au 15 janvier, 14 et 15 janvier pour découvrir les projets des étudiants, on a un extrait d'une exposition de projets de fin d'études en ce moment à la Cale 2, donc c'est juste à côté. Et on aura l'exposition intégrale à partir du 15, donc très très bientôt. On est combien aujourd'hui? On est le 11, donc dans 4 jours, ce sera la fin de France Design Week. Et on va lancer pendant 15 jours cette exposition. C'est 20 projets de fin d'études, donc on voit vraiment toute la diversité de ce qu'abordent nos designers, jeunes designers. Et ça peut être intéressant pour vous de découvrir aussi concrètement tout ce qu'on vient d'évoquer là. Voilà. Merci à tous, merci d'être venus nous voir. Merci. Merci à la Samoa de nous avoir accueillis. Merci.